je jouissais du statut normal d'un expert reconnu. Et c'est vrai que du jour au lendemain, être traîné dans la boue, c'est vrai que vous tombez de haut, et surtout quand vous ne vous y attendez pas, ce qui était tout à fait mon cas. Et j'ai souvenir de cette phrase magnifique qui est arrivée dans ma conscience: je reçois 1000 fois plus de soutien que d'attaque. J'ai parié une caisse de champagne à quiconque qui me trouverait un plan pandémie qui prévoirait le masquage généralisé de la population et le confinement généralisé de la population en bonne santé. Personne n'a jamais relevé le défi. Il n'y a pas un plan pandémie qui prévoit ça. Ces équipes, et les équipes de journalistes qui les relayent, travaillent à flinguer systématiquement tous les remèdes génériques disponibles, quelle que soit leur efficacité, euh, sachant que la caractéristique des remèdes génériques, c'est qu'ils ne permettent pas à l'industrie pharmaceutique de faire de l'argent. Mais ça veut dire que tout le système dans son entier est configuré d'une manière où ça n'est pas l'intérêt du patient et la vérité scientifique qui priment comme motif prioritaire de prise de décision. La Communauté européenne le reconnaît, les Nations Unies le reconnaissent, les revues médicales le reconnaissent, les universités le reconnaissent, les sociétés médicales le reconnaissent. On me dit oui, il y a un énorme problème de corruption dans le domaine de la santé, c'est vrai. Le Conseil fédéral, au mois d'avril 2021, dit nous avons des vaccins et ils sont sûrs et efficaces. Bon, déjà, ils n'auraient pas dû dire ça. Mais une fois que tous les Suisses qui souhaitent se faire vacciner l'auront été, nous lèverons toutes les mesures. Et au mois de septembre 2021, quand tous les Suisses qu'ils voulaient ont été vaccinés, qu'est-ce qu'ils font? Ils imposent le pass sanitaire. Donc des restrictions supplémentaires. Et voyez, ça pour moi c'est très grave. Le Conseil fédéral, Swissmedic, le Parlement, l'OFSP, les sociétés médicales, les universités suisses, les sociétés médicales comme celle du canton de Vaud, qui a persécuté un certain nombre de soignants intègres et authentiques, ont participé à un crime d'État contre la population. Et évidemment que nommer ça pose la gravité du problème. Tout le monde veut aller de l'avant, c'est derrière, on a fait ce qu'on a pu, on n'est pas parfait. Mais voilà, il y a un évitement, si vous voulez, de toute réflexion par rapport à ce qui s'est produit. Et moi, mon espoir, comme Martin Zizi, qui est l'ancien médecin-chef des forces armées belges, c'est qu'on crée une commission vérité et réconciliation. Comme en Afrique du Sud, l'idée, c'est qu'on met tout sur la table. Parfaitement. Bien. Alors, Jean-Dominique Michel, bienvenue sur Résilient.tv. Vous êtes anthropologue et expert en santé publique et vous êtes depuis le début de la crise du Covid une des rares voix critiques du récit officiel, cette doxa du Covid comme l'appelle Laurent Mucchielli. Ce récit officiel soutenu par les médias grand public, par les autorités politiques aussi. Et vous venez de publier votre deuxième livre sur la crise du Covid, intitulé Autopsie d'un désastre. C'est un livre très dense, très riche en citations, en sources, qui reprend en fait tous les éléments de cette doxa, les éléments les plus importants, un par un, qui en fait la critique et qui propose un récit alternatif qui serait finalement plus conforme à la réalité scientifique et à la réalité des faits. Donc c'est un livre que j'ai lu très vite parce que il me restait peu de temps pour le lire avant de vous rencontrer, mais que j'ai lu, je crois, avec l'attention requise pour pouvoir en parler avec vous aujourd'hui. Et avant qu'on en parle, il y a plusieurs choses que je voulais vous demander. La première, c'est comment allez-vous, puisque je sais que vous avez eu un Covid il n'y a pas très longtemps. Oui, absolument. Merci de votre sollicitude et de votre invitation. Je suis repassé par la phase Covid. Alors, déjà, on sait aujourd'hui que c'est quand même quelque chose de pas très grave, sauf si on est très âgé et très malade, donc sans inquiétude particulière. Et puis, puisque j'ai le privilège d'être bien soigné, je dois dire que ce dimanche, j'étais absolument au tapis et que 3 jours plus tard, je suis sur pied et fringant, ayant reçu les bons remèdes qui aident quand on les prescrit de manière précoce. Et donc voilà, je suis de nouveau sur pied. Et puis avec cette expérience renouvelée, c'est vrai que ça ressemble à une crève normale, avec quand même quelques caractéristiques un peu particulières. Et donc pour la petite histoire, j'ai été un des pionniers du Covid en Suisse, puisque je l'ai chopé le 14 mars, alors qu'il venait à peine d'apparaître.
Et comme, je plaisante un peu à ce sujet, en anthropologie, on privilégie la méthodologie de l'observation participante, c'est-à-dire qu'on cherche à participer autant qu'il est possible aux situations qu'on observe. Bah, évidemment que c'était déjà intéressant à l'époque d'être passé par là. Oui, alors 3 jours, ça semble être, c'est la norme fixée par Joe Rogan, hein, donc vous êtes tout à fait aligné sur son excellent score pour la durée d'un rétablissement. Hem, je voulais vous exprimer aussi, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se parler, avant cette rencontre, un petit peu par l'intermédiaire des réseaux, mais pas beaucoup. Je voulais, vous exprimer ma gratitude pour avoir été l'une des rares voix critiques justement au début de la crise, et vous être exposé, heu, en tant que voix critique. Ça m'a permis de me sentir moins seul et je pense que beaucoup d'autres personnes ont dû vous dire la même chose, une espèce de soulagement que quelqu'un porte une voix différente avec, relève des choses qui paraissaient, choquantes, mais dont personne ne parlait. Donc, vraiment merci, merci beaucoup pour ça. Ça a été précieux pour moi et dès le début, dès les premiers mois, de cette crise de vous entendre. J'aimerais aussi vous dire que j'ai été choqué à plusieurs reprises par la manière dont vous avez été traité par les médias, de grand public. Alors, je veux pas revenir parce que ça n'en vaut pas la peine, mais un article de la RTBF était, je dirais, particulièrement inadéquat. Je suis vraiment, j'ai un peu craché mon café quand je l'ai lu, sans même avoir accès en fait à ce qu'il critiquait, mais en devinant très bien le décalage entre votre propos, connaissant un peu Viktor Frankl et ce qu'ils en rapportaient. La RTS a pas fait tellement mieux quand elle discutait du personnage que vous étiez, c'était Mmh. complètement inadéquat. Il y a eu un portrait de Heidi News, enfin, comment l'avez-vous vécu, cette relation avec les médias? Parce que c'était dur. Mmh. Écoutez, merci pour cette question. Dans un premier temps, très mal. Parce que, je jouissais du statut d'expert reconnu. J'étais très souvent invité, par la RTS, mais plein d'autres médias. J'ai fait plus de 200 présences médias entre l'an 2000 et l'an, 2020. Donc j'étais un expert reconnu, régulièrement invité, apprécié, semble-t-il, pour la qualité de ses analyses, avec une réputation très honorable dans mon milieu professionnel. J'ai été invité à enseigner dans une quinzaine d'universités et de hautes écoles en santé. J'ai travaillé sur des chantiers novateurs. Donc, si vous voulez, je jouissais du statut normal d'un expert reconnu. Et c'est vrai que du jour au lendemain, être traîné dans la boue, avec de plus des accusations qui sont délirantes, qu'on critique mes propos, que ma personnalité déplaise, ce sont des réalités que je peux tout à fait envisager. Mais quand tout d'un coup, on commence, soit vous vous référez à la RTBF, à m'attribuer des propos qui sont à des années-lumière de ce que je pense et de ce que je dis, soit comme l'ont fait de nombreux journalistes en Suisse romande, de commencer à semer le doute sur mon parcours. Et on a insinué que j'avais truqué mon CV, que je m'étais réclamé de diplômes que je n'avais pas, que j'étais un expert autoproclamé, alors que j'ai plus de 30 ans de carrière en santé publique en Suisse romande, que je connais tout le réseau socio-sanitaire. C'est vrai que vous tombez de haut, et surtout quand vous ne vous y attendez pas, ce qui était tout à fait mon cas. Moi, je me rendais bien compte que le sujet était un peu chaud. En même temps, j'ai longtemps travaillé dans les politiques de santé et la défense des droits des patients. Donc finalement, on recevait un mandat de la Confédération pour être du poil à gratter et pour être un interlocuteur plutôt critique des systèmes en place que je trouve extrêmement sains. Donc c'est vrai que je ne me suis pas du tout attendu à ce traitement-là, et notamment à une émission de Forum des médias qui m'a traîné dans la boue publiquement avec toutes sortes d'allusions, mais absolument détestables et bien sûr infondées. Et c'est vrai qu'au début, je vous cacherai pas que ça a été extrêmement rude. Et puis, vous avez eu la bonté de m'exprimer de l'appréciation. Un autre thème transversal de mon action, c'est que d'emblée, j'en ai reçu énormément, et précisément de la part de personnes qui, au fond, me disaient: «Mais merci, vous mettez les mots sur ce que je ressentais et que je n'arrivais pas à expliquer. J'ai pas vos connaissances en santé publique, mais je sentais bien que ça jouait pas. Je sentais bien que ce qu'on nous disait n'était pas honnête». Et ce sentiment à l'intérieur de moi, j'étais prêt à y renoncer devant l'unanimité de tous ceux qui disaient le contraire. Et quand votre voix est arrivée pour dire: «Non, non, c'est bien ce qui est en train de se passer», finalement, j'ai la faiblesse de croire que peut-être ai-je participé au fait que quelques centaines de personnes n'aient pas été captées par l'hypnose collective, parce qu'il y a eu cette validation au fond.
de l'intelligence naturelle qu'ils avaient par rapport à la situation. Et en fait, cette conscience du soutien que je recevais s'est avérée salvatrice. Et j'ai souvenir qu'une nuit, après 2 ou 3 nuits où j'avais vraiment mal dormi, parce que vraiment c'est effroyable quand tout d'un coup, tout le monde commence à vous diffamer en reprenant des contenus qui sont faux, c'est une expérience de rejet social qui est très douloureuse sur le plan émotionnel et subjectif. Et j'ai souvenir de cette phrase magnifique qui est arrivée dans ma conscience: «Je reçois 1000 fois plus de soutien que d'attaques». Et c'est vrai, parce que je continuais à recevoir des centaines de mails de gens qui me remerciaient. Et là, j'ai senti, comme vous, que j'étais pas seul. Et que même si moi, c'est moi qui parlais dans une voix un peu esselée ou solitaire, mais il y avait cette immense masse des gens de bonne volonté et de bonne composition qui étaient avec moi, et ça a donné le tour en une nuit. Et je dirais pas que je suis devenu entièrement indifférent, mais vous voyez ce que je veux dire, ça a complètement relativisé la chose. Et puis, pour répondre à votre question de manière pleine et entière, j'ai compris après, et il y a des journalistes très aguerris qui m'en ont informé, qu'en fait, lorsqu'une voix dérange, comme ça a été mon cas, et qu'on ne peut pas attaquer cette voix sur le fond, les critiques se sont jamais portées sur mes analyses ou mes décryptages, eh bien, il y a, lorsque le jeu en veut la chandelle, des officines spécialisées dans ce qu'on appelle les campagnes de relations publiques noires, dark PR, qui font un profiling de la personne en voyant quel est l'angle d'attaque qui risque de porter pour porter atteinte à sa réputation. Et en l'occurrence, il y a une boîte de la région lémanique qui a reçu le mandat de m'attaquer. Et après, avec des relais internationaux, avec Thomas Durand, La Tronchambier, les Zététiciens, qui est une espèce de secte en France qui sévit, Conspiracy Watch, l'Express. Et j'ai pu observer vraiment un phénomène intéressant qui est que le premier livre que j'ai publié au mois de mai 2020 a eu une couverture de presse très élogieuse pendant 2 mois, mais de la part de titres comme Le Figaro, Les Échos, L'Humanité, Marianne, Paris Match. Enfin, vous voyez, vraiment des titres mainstream qui tous disaient: ce livre est très bien fait, c'est une approche critique, mais il vaut la peine de le lire, ce monsieur sait de quoi il parle. Et dès que les attaques de Heidi News, l'Express et la Tronchambier se sont passées, j'étais devenu le complotiste infréquentable autoproclamé. Et donc, j'ai vraiment vu ce switch, mais j'ai eu les clés de lecture de comprendre que c'était une attaque intentionnelle, professionnellement menée, avec après ce processus que vous avez indiqué, c'est-à-dire que il y a de la production de fausses nouvelles, comme cet article de la RTBF qui m'attribuait des propos faux. Ils ont même piégé un des responsables des grandes conférences liégeoises qui était absent en l'appelant, en lui disant: Monsieur Michel a dit ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et comme c'était scandaleux, il a répondu: si c'est ce qu'il a dit, c'est inacceptable. Alors ils ont publié ça en faisant le maximum de foin. Après, quand il a vu la conférence et qu'évidemment il a constaté que je n'avais jamais tenu ces propos, il a envoyé un démenti, mais le mal était fait. Et après, les autres médias recyclent le comportement problématique. Donc on est dans la production, le blanchiment et le recyclage de fausses nouvelles. Et bon, une fois que vous avez compris que c'est la règle du jeu et que tous ceux qui s'opposent à la doxa y passent, bon, ça relativise un peu le propos. Et puis, pour terminer, je dirais que, je m'excuse du propos, vous allez peut-être le trouver un peu virulent, mais c'est aussi un piège à con. C'est-à-dire que les gens qui tombent dans ce genre de panneau, c'est que c'est des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup, sont plutôt enclins à la malveillance, et toutes les personnes qui ont quand même un peu de plomb dans la cervelle ou qui s'intéressent au fond repèrent très vite la réalité de la malveillance. Donc ça fait un tri, mais c'est vrai que ça reste une expérience dans l'ensemble plutôt inconfortable. Je l'imagine sans peine. Ça me permet d'enchaîner sur la prochaine chose que je voulais vous demander, parce que précisément votre langage, s'agissant des journalistes, parfois aussi d'autres acteurs, des décideurs politiques, vous utilisez volontiers un langage moins dans le livre, parfois dans le livre, mais surtout sur les réseaux sociaux, dans les interventions, euh, euh, dans des conférences, etc. C'est un langage qui est virulent, parfois dénigrant des personnes. Quand vous visez certains journalistes, en tout cas, j'en ai des souvenirs sur les réseaux sociaux. Et c'est un langage sur la forme qui me choque, qui me dérange, qui me fait réagir. Et on en avait parlé, on avait échangé sur ce sujet.
Et on avait, comme disaient les anglo-saxons, un peu agree to disagree. On n'avait pas la même perspective là-dessus, ce qui me pose aucun problème. Mais par contre, c'est important que je le mentionne parce que c'est une objection de forme et pas de fond, mais qui pour moi est importante parce que c'est vrai que les mots dénigrants me choquent dans quelque bouche que ce soit. Et je sais que c'est un choix que vous assumez. Alors, quelle est la raison de ce choix et pourquoi en fait ce langage-là? Alors, déjà, je vous remercie de la question et je suis très heureux qu'on puisse s'expliquer et, le cas échéant, ne pas être d'accord. Je dirais qu'il y a, de mon point de vue, un élément culturel. Parce que c'est vrai qu'en Suisse, j'en suis venu à être considéré comme quelqu'un de très virulent. En France, on me trouve d'un calme olympien. Parce que c'est un pays qui est beaucoup plus habitué à la polémique et aux critiques, et où le fait de se prendre de bec autour de désaccords ne crée pas, comme en Suisse, un espèce d'émoi immédiat. En Suisse, dès que le ton monte un peu, tout le monde c'est la catastrophe, la paix civile est menacée. Et puis on est quand même un pays qui a l'habitude de cacher les choses, de ne pas enquêter sur ce sur quoi il faudrait enquêter. Un ami allemand le disait de la manière suivante: les Suisses se donnent des coups de couteau, mais par derrière, avec le bras passé autour des épaules de l'autre. Et donc, il y a quelque chose de très policé dans notre vivre ensemble, qui est une très belle valeur à laquelle je souscris par temps de paix, j'ai envie de dire. Par beau temps, je suis le premier à être très jovial et très poli et très civilisé envers tout le monde. C'est comme ça que j'aime interagir avec les autres. Là, il s'est passé autre chose, qui est qu'il y a eu une malhonnêteté qui a émergé très rapidement, dont j'ai eu le privilège de me rendre compte étant donné les outils dont je dispose, et des gens qui, ayant des responsabilités vis-à-vis de la collectivité, recevant des salaires énormes, se permettaient de prendre des décisions qui étaient totalement inutiles, infondées, absurdes, destructrices, en causant des dégâts énormes autour d'eux. Et situation face à quoi on était censé réagir à la Suisse en disant: vous savez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le très gentil conseiller d'État qui fait tout ce qu'il peut pour nous protéger. Et il y a un moment donné, vous voyez, où naturellement, je me suis dit: mais il est légitime qu'à la violence des faits réponde une forme de violence symbolique. Alors, quand vous dites que j'ai tenu des propos dénigrants, je serais intéressé de savoir lesquels, parce que j'ai toujours veillé à éviter autant que possible les attaques personnelles. Parce que, accessoirement, c'est comme ça que je ressens les choses. J'ai par exemple collaboré avec l'ancien médecin cantonal neuchâtelois Claude-François Robert dans le cadre de projets en planification sanitaire il y a 25 ans. C'est quelqu'un que j'appréciais et dont je croyais que j'étais aussi apprécié. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un mauvais gars. Par contre, dans sa responsabilité de médecin cantonal du canton de Neuchâtel, il s'est comporté d'une manière abjecte. Abjecte. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a une éthique en santé publique qui est extraordinairement solide et balisée. Et quand vous commencez à transgresser l'éthique en disant des choses qui sont complètement fausses à la population, en manipulant, en faisant pression, en jetant l'opprobre sur tous ceux qui soulèvent des objections, en voulant aller, il avait ce projet jusqu'à faire mettre des tiges dans le nez à des nourrissons pour vérifier s'ils avaient le Covid ou pas, alors que les enfants ne sont pas concernés par la maladie en aucune manière. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait des actes tellement choquants et dommageables que naturellement, j'ai eu envie de pouvoir devenir plus sonore par rapport à ça, mais sachant, et c'est un diagnostic, ou plutôt une analyse que je confirme a posteriori, que aucune voix n'était bonne. Si j'avais été plus diplomate, j'aurais pas été plus entendu, j'aurais été tout aussi ignoré. En étant plus vocal, je me suis pas aliéné des gens qui m'auraient écouté. Vous voyez ce que je veux dire? D'autant plus que le front était clivé. On l'a vu dans les 3 votations en Suisse, 40%, 60%. Moi, j'étais du côté des 40%. Et le fait que je sois peut-être plus audacieux ou affirmatif dans ma texture, au fond, s'adressait plus aux 40% qu'aux gens du camp d'en face. Parce que les gens du camp d'en face, ils n'étaient pas intéressés à comprendre, ils ne le sont toujours pas. Il n'y a aucune réflexion, aucun retour, aucune volonté même de comprendre. Est-ce que ce qu'on a fait était juste? Quelles étaient les informations dont on disposait à quel moment? Comment comprendre la comparaison avec des pays comme la Suède ou la Norvège qui n'ont rien imposé et qui s'en sont mieux sortis que nous? Zéro. Donc il y a une fermeture de la pensée
Et donc, cette tonalité plus compative que j'ai adoptée s'adressait en définitive beaucoup plus au camp des dissidents et de la résistance, en disant ne nous laissons pas faire, et même si nous ne sommes pas entendus pour l'instant, ne renonçons pas pour autant. Cela dit, je ne crois pas être tombé dans ni dans l'injure, ni dans des propos fallacieux quant à l'action ou les dires des uns et des autres. Mais quand je vois, par exemple, la manière dont la presse a totalement dévié de sa mission, son mandat et sa déontologie, je peux pas dire des choses positives, appréciatives ou même à certains endroits respectueuses sur la presse. Parce que la vérité, c'est que on y viendra sans doute sur le fond, mais c'est que la population a été terrorisée sur ce qui était en réalité une épidémie bénigne, et on le savait dès le mois de février 2020. Donc je rappelle qu'Arnaud Fontanet, qui finira épidémiologiste au conseil scientifique nommé par Macron en France, dit publiquement dans Le Monde au mois de février 2020, le Covid est moins mortel que la grippe. Ça a été confirmé depuis, on le savait. Donc pourquoi est-ce que les médias et les politiciens ont passé leur mois de mars, avril et mai à faire croire que nous étions face à une apocalypse qui risquait de nous tuer tous et chacun, et en générant un état de terreur dans la population. Donc techniquement, c'est du terrorisme. Ça répond à la définition juridique du terrorisme. Quand vous utilisez des moyens pour mettre la population dans un état de terreur, c'est du terrorisme. C'est du terrorisme d'État. Alors vous voyez, là on est sur la ligne de crête. C'est-à-dire que très vite, employer même les bons mots, ou parler de dérive totalitaire ou de dictature. Alors, vous savez que dans le canton du Valais, le conseiller d'État Reynard a réussi à faire condamner un opposant qu'il avait traité de dictateur. Et le jugement est intéressant parce que le juge dit traiter un membre d'un gouvernement de dictateur, c'est méprisant, c'est le désigner à l'hostilité collective. Maintenant, c'est quoi, en termes de philosophie politique, une dictature? C'est quand les règles habituelles sont suspendues au profit d'une loi d'exception qui donne des pouvoirs accrus à l'exécutif. C'est exactement ce que prévoyait la loi pandémie adoptée en 2013. C'est exactement ce qui s'est passé au niveau fédéral et au niveau cantonal. Donc on était techniquement, en termes de philosophie politique, dans un système qui devenait dictatorial. Et entendons-nous, il peut y avoir des cas de force majeure où il est nécessaire de confier l'essentiel des pouvoirs à l'exécutif. Il y a des états d'exception où ça peut se justifier. Sauf que là, c'était pas justifié. Et quand on le soulignait, même avec les bons mots, on passait pour des critiques totalement déraisonnables et enragées de gens qui faisaient de leur mieux, alors que c'était quand même pas le fond de l'histoire. Donc voilà, je vous réponds un peu en vrac avec beaucoup de choses, mais c'est ça qui a légitimé les licences que j'ai prises en me disant, mais face à la gravité de la maltraitance que fait subir cette classe médiatico-politique à la population, il n'y a rien d'illégitime à utiliser des mots un peu forts. Alors, je vous rejoins sur certains points. C'est vrai que déjà, il n'y a pas plus suisse que moi, hein. Il n'y a pas plus mesuré dans l'intention. J'ai aussi une éthique personnelle que je veux pas évoquer ici, mais qui est assez exigeante et qui m'interdit certains mots. Et c'est vrai que, quelle que soit la politesse, le résultat est le même. J'ai eu l'occasion d'échanger avec un journaliste de Heidi News, un rédacteur en chef d'un quotidien suisse romand, un expert des plateaux télé. Et dans ces trois échanges, j'ai été d'une politesse absolument irréprochable. Je me suis contenté d'argumenter. Dans le premier cas, je me suis fait traiter d'anti-masque comme toute réponse à mon argumentation. Le deuxième m'a dit bravo pour l'effort sans me répondre. Et le troisième m'a bloqué quand il commençait à perdre pied dans l'échange. Donc, je vous confirme que être poli n'est pas payant. Par contre, au-delà de ma sensibilité personnelle, peut-être ce qui me préoccupe, c'est que on arrive à un moment où certaines personnes sont en position de réaliser que leur position antérieure était fausse. Et j'ai peur qu'on leur rende la tâche très difficile de reconnaître qu'elles se sont trompées, encore plus difficile si on les antagonise
beaucoup. Et alors c'est bassement stratégique. Du coup, c'est moins une question de sensibilité, mais c'est Mhm. aussi quelque chose qui me traverse parfois l'esprit. Il n'y a pas de réponse à ça. Voilà. Je voulais juste poser ça. Oui. euh, Par rapport, vous avez commencé, en plus vous avez bien commencé, parce que vous avez parlé de la gravité de l'épidémie, et c'est par là que je voulais commencer aussi, parce que dans votre livre, c'est évidemment par là que vous commencez, c'est le premier élément de ce récit, de cette doxa que vous contestez à juste titre, selon moi. Donc j'aimerais rappeler quand même ce que c'était que la doxa sur la gravité du Covid. L'épidémie avait été présentée comme étant très grave. La RTS l'a comparée à 2 reprises quand même, hein, à Oui. plusieurs mois d'intervalle, à la grippe espagnole, parlant de niveaux de mortalité jamais atteints depuis 100 ans. Les hôpitaux étaient saturés comme jamais, il y avait énormément de cas, énormément d'hospitalisés, énormément de morts, et cela, naturellement, allait justifier les mesures d'exception qu'on allait prendre. Alors, en quoi ce récit-là était-il trompeur, selon vous? Quel pointeur est-ce que vous pourriez donner pour nous mettre sur la voie d'un récit différent? Alors, justement, et je pense que c'est là effectivement où se situe l'écueil, et par rapport à votre remarque précédente, je vous rejoins. Il y a aussi une question de temporalité. Vous avez souligné dans le livre, je suis moins virulent que j'ai pu l'être dans des blogs précédents, mais c'est parce que l'époque est pas la même. Au moment où on va imposer le masque aux enfants dans les écoles primaires, je trouve qu'il faut être extrêmement virulent dans la réaction. C'est une mesure complètement absurde, on y viendra si vous le souhaitez, mais que quand on est une année et demie plus tard, effectivement, ça sert à rien de rester dans la même virulence parce que l'urgence est passée d'un côté, et puis parce que justement le temps est venu de la réflexion, donc à ce moment-là, il faut plutôt apporter les choses d'une manière extrêmement posée et construite. Cela dit, je pense que le grand écueil auquel font face la plupart des gens, il est que dans ce que vous avez nommé des verbalisations qui nous ont été tenues de manière obsessionnelle, c'était martelé de jour en jour et avec une agressivité extrême envers tout ce qui pouvait venir apporter la contradiction. Mais tout est faux de bout en bout. Et je pense que probablement le plus grand écueil à la prise de conscience pour la plupart des gens, c'est l'immensité du mensonge. Tout ce qu'on nous a dit au sujet du Covid est faux. Tout. Déjà l'apparition, sur un marché à Wuhan en décembre. Non, on sait aujourd'hui par l'analyse des eaux usées et des tests sanguins que le SARS-CoV-2 circulait en Europe dès le printemps 2019. C'est une certitude. Il n'y a pas de doute à ce sujet aujourd'hui. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Même cette histoire, ça a commencé à tel moment, tout ça c'est faux. Et une question subsidiaire au fait que la circulation se soit produite dès le mois de mars 2019, comme c'est un virus effectivement très contagieux, on ne peut pas imaginer qu'il soit resté planqué sous un tapis jusqu'au mois de mars 2020. Donc, qu'est-ce qu'il fait entre mars 2019 et mars 2020? Il circule, les gens s'infectent, sont contaminés. Et comme on ne sait pas que c'est le SARS-CoV, que font les gens? Ils vont voir leur médecin. Que fait le médecin? Il dit: ah, c'est une pneumopathie atypique. Donc, je prescris les remèdes de référence, l'azithromycine en cas de menace d'infection respiratoire et de pneumonie, la vitamine D, le zinc, un peu de vitamine C, de l'aspirine. Bon, on soigne. Et donc, il n'y a pas d'épidémie anormale. Il y a un virus qui circule. Et puis, et c'est là aussi où il m'a tenu à cœur de nommer les choses. Euh, Au moment où on nous a fait croire ces choses absurdes sur la base d'éléments faux, vous vous souvenez comme moi des images de gens qui tombent morts dans la rue à Wuhan. Est-ce qu'on tombe mort dans la rue avec une grippe? Jamais de la vie. L'hôpital qu'on a construit à la hâte, tout ça était des mises en scène. Ces champs de cadavres dans des sacs poubelles. De temps en temps, il y en a un qui s'ouvrait, puis on voyait un type fumer une cigarette parce que c'était un figurant qui était engagé pour faire ça. Donc, de nouveau, je comprends que ça soit très dur à entendre pour des gens qui ont été sincèrement convaincus de ce que les autorités ont raconté, mais il y a eu une mise en scène totalement fausse et fallacieuse visant à faire paniquer les gens et à les mettre dans un état de terreur, de sorte à ce qu'ils acceptent toutes les mesures qu'on était en train de prévoir. Et donc, si vous voulez, en termes de gravité du Covid-19, on a su très tôt qu'elle était, comme l'a dit Arnaud Fontanet en février 2020, la létalité inférieure à la grippe. Et puis, il y avait une petite subtilité
Alors je me permets de faire une parenthèse, parce que c'est important de vraiment bien montrer les motifs. Vous vous souvenez peut-être qu'un conseiller d'État vaudois à l'économie, si je ne m'abuse, monsieur Lebas, est intervenu en 2000, justement fin février, début mars 2020, à la télé pour dire mais pas de panique, c'est une grippette. Et en fait, il sortait d'un briefing avec le médecin cantonal vaudois, que je connais par ailleurs, et qui effectivement lui avait dit, voilà, ce qu'on sait, il y a eu un départ de feu qui a fait un peu peur, mais quand on regarde les données réelles, franchement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Et en fait, c'est là où il faut bien comprendre l'embranchement, c'est que cette parole, elle est tout à fait juste par rapport à ce qui s'est passé entre mars 2019 et mars 2020. C'est-à-dire que si on traite cette maladie comme on doit la traiter, et j'ouvre une autre parenthèse qui est que les plans pandémie dont on disposait prévoyaient tous quelle est la bonne réponse face à une épidémie respiratoire. On laisse les médecins généralistes soigner les gens et on perturbe le moins possible le fonctionnement de la société. Ça, c'est les deux règles cardinales de l'épidémiologie des maladies infectieuses. Et c'est ce qu'on a fait entre mars 2019 et mars 2020. Donc, avec une bonne prise en charge épidémiologique et de santé publique et médicale, le SARS-CoV-2 est une grippette. Le Covid-19 est une grippette. Par contre, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'il y a des personnes à risque. Et si on est déjà fragilisé dans sa santé, à ce moment-là, le Covid peut être beaucoup plus grave. Et puis surtout que si on interdit aux médecins de soigner et qu'on confine la population, ça fait exploser le nombre de cas graves. Et là, on a ce contresens extraordinaire qui est que des médecins de plateau, comme Didier Pittet, on l'a tous en tête, sont venus expliquer il y a une épidémie qui risque de surcharger les hôpitaux. Si on fait rien, ça va faire une terrible courbe comme ça en cloche. Puis si on accepte pour 15 jours seulement de rester un peu chez soi, ça va devenir une taupinière. On se souvient tous de ça. Bon, le problème, c'est quand vous regardez les textbooks d'épidémiologie infectieuse, on vous explique qu'une fois que le virus a circulé dans une population, si vous confinez, vous faites exploser la courbe des cas graves, et si vous laissez vivre normalement, vous tassez la courbe. C'est ce que la Suède et la Norvège ont fait. Ils ont eu une courbe comme ça. Et tous les pays, on a dit, il faut absolument confiner, ont connu des courbes comme ça. Pourquoi? Je l'explique en deux mots. Mais c'est parce que vous faites une multitude de micro-clusters et rien n'est plus dangereux que d'être en contact d'une personne infectée 24 heures sur 24. Je veux dire que l'entourage se surinfecte. Là-dessus, on interdit aux médecins généralistes de soigner. Donc, on produit des cas graves qui sont embarqués trop tard à l'hôpital. Et que fait l'hôpital dans un premier temps? Il intube systématiquement les gens en détresse respiratoire, ce qu'il ne faut surtout pas faire. On ne ventile pas un poumon nécrosé. Et donc, on a une iatrogénie maximale. On reviendra en arrière assez vite sur ces intubations systématiques. Et puis, avec une boucle qui est bouclée au niveau de la narration. C'est-à-dire qu'on dit, regardez à quel point c'est grave. Il y a tous ces malheureux qu'on intube et qui meurent. Donc, soumettez-vous aux mesures. Alors que ce qui fait qu'il y a des malheureux qui sont intubés et qui meurent, c'est qu'on les a laissés sans soin, on a confiné, fait exploser les cas graves, on les intube alors qu'il ne faudrait pas les intuber, mais les ventiler à haut débit. Et donc, en fait, on a cette double réalité que j'essaye de décrire dans le livre, c'est une épidémie en elle-même peu grave, et puis une génération de dégâts par les mauvaises réponses, mais qui justifie le fait de faire croire que le problème est en réalité très grave. Alors peut-être juste pour achever de répondre à votre question, donc mortalité 2020, elle est plus importante que les années précédentes parce que la population vieillit. Mais si on corrige ça avec le vieillissement de la population, en fait c'est une des années les moins mortelles qu'il y a jamais eu en Europe. Elle est l'équivalent de 2015 en termes de mortalité. Elle est beaucoup moins mortelle que 2021 et 2022. Mais là, les autorités nous répondent, oui, on voit qu'on meurt plus, mais on ne comprend pas pourquoi, donc il n'y a pas de vérité scientifique. Et puis, j'ai mis dans le livre côte à côte ces deux manchettes de journaux que je trouvais extraordinaires. Une manchette de l'Express en 2010 qui dit les infections respiratoires font 4,25 millions de morts par an. Et puis, une manchette du Monde en 2021 qui dit le Covid a fait 3,5 millions de morts à l'échelle mondiale. Ben oui, 3,5 millions de morts pour 4,25 habituellement, c'est une épidémie relativement faible.
Et donc, ces discours que vous avez soulignés, qu'on a entendus sur la radio-télévision suisse, et on n'a jamais rien connu depuis la grippe espagnole, Didier Pittet a dû le dire 57 fois. C'est du mensonge à l'état pur, c'est de la désinformation, mais surtout c'est très grave parce que précisément ça fait paniquer la population au lieu de la rassurer face à un problème où si vous aviez moins de 80 ans et que vous étiez en bonne santé, vous n'avez rien risqué d'autre que les autres années. Oui, dans votre livre, vous faites un peu le bilan scientifique entre l'âge médian qui était autour de 84 ans pour les décès, l'IFR calculé par Ioannidis, donc l'Infection Fatality Rate, qui pour quelqu'un de moins de 30 ans, c'est peut-être 1 sur 100 000 ou moins de 1 sur 100 000 de risque de mourir du Covid. Et cette année 2020 qui est à peu près équivalente à l'année 2015 en Suisse. Ouais. La RTS avait utilisé les chiffres absolus sans même corriger pour le vieillissement de la population pour produire une courbe catastrophique, le point culminant de cette mortalité en 2020. Donc en effet, le bilan qu'on fait avec le recul que vous faites dans le livre, c'est qu'il s'agissait d'une épidémie finalement pas plus grave, pas plus dangereuse qu'une autre maladie infectieuse comme la grippe qu'on connaît chaque année, mais qui a été particulièrement maltraitée. Et vous utilisez ce mot de syndémie, que vous pouvez peut-être aussi présenter ici, parce que je pense que tout le monde n'en a pas entendu parler. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une grosse confusion du langage, mais ça fait partie des enfumages de manière générale. Et il faut savoir qu'on a changé un ensemble de définitions pour pouvoir garder des mots très inquiétants, même si la réalité ne l'était pas. Et il y a notamment eu le changement du mot pandémie, de la définition du mot pandémie par l'OMS en 2009, qui a soulevé beaucoup de soupçons parce que c'était à l'époque de la grippe H1N1 qui a déjà entraîné une surréaction et des achats de médicaments et de vaccins totalement déraisonnables de la part des États. Évidemment que le préalable pour pouvoir déclencher ce processus de panique et d'achat, c'est de dire qu'il y a quelque chose de très grave. Et donc, alors que la définition du mot pandémie avant 2009 parlait d'une maladie infectieuse qui se manifeste sur différents continents en même temps avec un nombre inhabituellement élevé de malades et de morts, on a enlevé cette dernière partie. C'est plus qu'une maladie qui se manifeste en même temps sur différents continents. Et donc, voilà, le Covid-19 pouvait être une pandémie, vu que même si ça tuait pas plus que la grippe annuelle, c'était présent à différents endroits, donc on a fait croire tout le reste. Et si vous voulez, pour moi, le nœud de la magouille, parce que c'est une manipulation, si dans un premier temps, on pouvait se dire peut-être qu'ils n'ont pas fait exprès, peut-être que c'est de la maladresse, de l'ignorance, aujourd'hui, ça tient plus la route comme hypothèse explicative, mais ça a été de faire croire que tout le monde était potentiellement en danger. Et je mentionne beaucoup de manchettes de journaux dans mon livre. Dans mon travail documentaire, je cite beaucoup de recherches scientifiques, mais aussi beaucoup d'articles de presse pour montrer comment la presse nous a systématiquement fait croire que nous étions tous à risque, en montant en épingle des cas faux ou vrais, parce qu'évidemment que il peut toujours y avoir des exceptions. Vous pouvez avoir un homme de 40 ans en bonne santé qui meurt du Covid, mais c'est une exception tellement rare que ça n'a pas de valeur statistique. En fait, la grippe était plus dangereuse pour toutes les personnes âgées de moins de 70 ans, la grippe annuelle, que le Covid. Mais les médias n'ont pas arrêté de dire un bébé meurt du Covid. Antoine Flahault est venu raconter, donc un médecin en santé publique très douteux, à mon sens, quant à sa motivation, tellement il dit de choses qui sont erronées et toujours dans la même direction, est venu raconter que la Covid était une cause de mortalité importante chez les enfants. C'est un mensonge, mais ignoble, parce que c'est totalement faux d'après toutes les statistiques dont on dispose, mais surtout, vous voyez à quel point ça fait paniquer les parents. Votre enfant est à risque de mourir à cause du Covid, c'est faux. C'est une maladie qui ne touchait pas les enfants. 0 mort d'enfants en bonne santé avec le Covid. Mais avec des paroles comme ça, évidemment qu'on génère quelque chose de... qui maintient cette crainte et qui après justifie le fait que les gens acceptent des mesures qui sont anormales et attentatoires aux libertés, en plus d'être inutiles. Et puis après, ça justifie, puisque la doxa du Covid, c'est 4 blocs qui se succèdent pour faire croire que la seule issue possible, c'est un vaccin. Donc on met sur le marché une injection génique expérimentale qui n'est pas un vaccin. Un vaccin, ça immunise. Or ça immunise pas, mais on le présente comme un vaccin
La plupart des gens se disent j'ai déjà eu 15 vaccins, un de plus, un de moins, qu'est-ce que ça change? Et puis, la condition nécessaire pour guider le troupeau vers l'étable vaccinale, c'est de maintenir l'état de peur en conséquence. Voilà, donc ça, c'est toute la construction, j'ai envie de dire, de cette perception erronée et avec, de nouveau, en ce qui me concerne, une responsabilité écrasante des médecins de plateau. Là encore, il faudrait qu'on fasse un florilège, excusez mon français, des conneries dites par Samia Hurst, Alexandra Calmi, Didier Pittet, Antoine Flao, Alessandro Diana, enfin ceux qui ont eu la voix au chapitre, mais on fait un florilège de désinformation la plus crasse qui soit, dont on aura de la peine à trouver un équivalent récent. Et comme les médias avaient décidé d'exclure toute voix contradictoire, eh ben c'est ça qui s'est imposé en sortant du haut-parleur unique adressé à la population, et avec comme résultat une distorsion complète de la compréhension de ce dont il s'agissait. Alors pour répondre à votre question, la syndémie, c'est quoi? Une épidémie, c'est un virus qui peut toucher tout le monde et rendre tout le monde malade. Alors ça, c'est à peu près vrai du Covid. Les enfants tombaient peu malades, mais pour le reste, tout le monde pouvait tomber malade. Par contre, ce qu'on a vu très vite, c'est que les seules personnes à risque de développer des formes graves étaient les gens très âgés en toute fin de vie ou souffrant de maladies graves, des comorbidités. Et à ce moment-là, on parle de syndémie, c'est-à-dire qu'en fait, le potentiel d'une maladie autre que bénigne, la grippette, c'est le fait de déjà avoir des maladies lourdes. Et à ce moment-là, un agent infectieux relativement inoffensif pour la population en bonne santé peut devenir très grave. Et c'est là aussi où malheureusement M. Lebas s'est trompé dans sa verbalisation. C'est-à-dire que c'est difficile de tenir ces deux éléments ensemble. C'est une grippette pour l'immense majorité des gens, mais il y a des gens que ça peut envoyer à l'hôpital ou tuer si on les soigne pas. Et ces deux réalités qui peuvent être en partie contradictoires. Si c'est une grippette, c'est pas logique que ça envoie des gens à l'hôpital, et si ça envoie des gens à l'hôpital, c'est pas logique que ça soit une grippette. Or, c'est quand même cette double réalité, mais qui doit être lue à l'aune de la syndémie. Avec des facteurs de risque lourds, ça peut devenir dangereux. Sans facteurs de risque lourds, ça n'est pas dangereux. Alors évidemment, une fois qu'il était établi que c'était une peste, on a pu commencer à parler mesures. Et avant, cette autoroute qui conduisait vers le vaccin, en effet, qui s'est imposée petit à petit, enfin, non, très, très rapidement dans le discours, mais Très vite, ouais. c'est devenu Très plus vite. concret à la fin de l'année 2020. Il y a eu, je pense, pour moi, un des chapitres les plus surréalistes, enfin ils le sont tous, mais celui des mesures sanitaires, qu'on appelle parfois non pharmaceutiques. Là, j'exclus les masques parce que c'est encore une catégorie à part entière, mais le discours, c'était il faut absolument confiner les personnes, il faut fermer les commerces, il faut fermer les écoles, une décision lourde de conséquences, on le sait maintenant. Il faut pratiquer la distanciation sociale, et vous n'imaginez pas combien de personnes mourront si on ne le fait pas, et après coup, vous n'imaginez pas combien de personnes seraient mortes si nous ne l'avions pas fait. Oui. Alors, c'est le récit qui nous a été servi. Qu'en pensez aujourd'hui ? Eh bien, de nouveau, je pense que c'est là où ma contribution est au fait assez originale, parce que, étant précisément un expert du domaine de la santé publique, tout en précisant que je ne suis pas un expert des maladies infectieuses. Donc c'est ça qui a été intéressant aussi pour moi, c'est que j'avais les outils conceptuels pour comprendre assez vite de quoi il s'agissait, mais comme c'est pas mon domaine, j'avais pas les connaissances fraîches. Donc dès le début de la crise, j'ai été voir ce qu'il y avait dans les textbooks d'épidémiologie infectieuse, dans les références scientifiques, dans les bonnes pratiques. Et là, à ma stupéfaction, je découvre que il est su et connu de très longue date que toutes ces mesures dont vous parlez sont inutiles et destructrices et qu'il faut les éviter à tout prix. Et évidemment que comme le risque pandémique est un risque important, ça a été très travaillé par des éthiques scientifiques du plus haut niveau. Et un des épidémiologistes de légende, Donald Henderson, qui est notamment crédité de l'éradication de la variole, a fait tout un travail pour l'OMS autour de la grippe espagnole pour comprendre ce qui s'était passé, et dans l'étude de toutes les répliques grippales au cours du XXe siècle. Certains épisodes ont été assez forts. Moi, des médecins à la retraite m'ont rappelé que dans les fameuses grippes de 57-58 et 68-69, il y avait des cadavres alignés dans les couloirs des hôpitaux. Ça s'était déjà vu, hein.
Mais donc Donald Henderson arrive à la conclusion que vraiment toutes ces mesures que vous venez d'évoquer n'ont jamais démontré la moindre utilité. Par contre, on sait qu'elles ont des conséquences dommageables lourdes sur la population et donc qu'il faut s'en abstenir absolument. Et d'ailleurs, c'est ça qui a guidé le choix de la Suède. Il y a eu un débat en Angleterre. Vous savez, Boris Johnson a un peu hésité au début, mais les Suédois qui ont une très forte école d'épidémiologie infectieuse, ont dit nous n'appliquerons que les mesures dont on sait, par des données probantes produites par la science, qu'elles ont une efficacité. Et les deux seules mesures contre une épidémie respiratoire, c'est de se laver les mains, parce qu'une grande partie de la transmission est manuportée. Donc oui, le fait de se laver les mains était justifié, et d'aérer régulièrement les locaux. C'est les deux seuls. Donc tout le reste, ils se sont dit on s'abstient, on fait pas. Et c'est là où il y a eu une dérive vraiment qui doit nous questionner, parce que, de nouveau, moi, c'est pas mon domaine d'expertise, même si c'est dans mon domaine. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au début? J'ai été voir. Donc, j'ai trouvé. Je peux vous montrer. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai parié une caisse de champagne à quiconque qui me trouverait un plan pandémie qui prévoirait le masquage généralisé de la population et le confinement généralisé de la population en bonne santé. Personne n'a jamais relevé le défi. Il n'y a pas un plan pandémie qui prévoit ça. Donc, ma question, c'est qu'est-ce qui fait qu'après, des bataillons d'experts de plateau viennent nous expliquer le plus doctement du monde, si nous ne faisons pas ça, il y aura des millions de morts. Il faut absolument faire ça, alors qu'on sait depuis des décennies et des décennies qu'il faut surtout pas le faire. Voilà, ça c'est la vraie question qui se pose. Bah, c'est une question que vous avez aussi évoquée tout à l'heure. C'est ce qui m'a stupéfié à ce moment-là, c'est que des experts comme Ioannidis, un très 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 grand épidémiologiste, comme Jay Bhattacharya, comme Martin Kulldorff, des personnes extrêmement cotées dans leur domaine, dont les compétences étaient reconnues, avec un pedigree académique colossal pour la plupart d'entre eux. On ne les a pas écoutés et on a à la place donné la parole à des experts qui n'en étaient pas, qui n'avaient Oui, pas de carrière à proprement parler, qui auraient rendu leur voix légitime dans ce domaine-là. Et en effet, il y a ces experts de plateau télé qui sont apparus. Et ça a continué finalement. Quand il s'agira des myocardites liés au vaccin, Peter McCullough, qui est le plus publié des cardiologues, hum, sera traité de complotiste. Quand il s'agira de traitements précoces, un Didier Raoult, mais aussi un Paul Marik, qui est un géant, deuxième plus cité dans le domaine des soins intensifs, qui est l'auteur de manuels de référence, sera traité de complotiste, perdra son poste. L'inventeur de la technologie du vaccin ARN messager sera traité de complotiste également. hum. Enfin, c'est sans fin. Un défilé de personnes avec des compétences extrêmement reconnues avant la crise deviennent tout à coup d'obscurs théoriciens de la conspiration. Donc vous êtes en bonne compagnie dans ce mauvais traitement-là, Certes. médiatique. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup choqué à l'époque, parce que ça me paraissait aberrant et absolument incompréhensible. Et donc, en effet, on a appliqué des recettes qui ne faisaient pas partie même dans les textes de référence. Vous citez dans votre livre un document de l'OMS de 2019. Mon Dieu, c'est Oui. c'est l'année où ce virus est apparu et Hum. on n'y recommandait aucune de ces mesures. On n'y recommandait pas non plus le port du masque en population générale. Et c'est pourtant tout ce qu'on a fait. Donc, le bilan, vous le faites aussi, il a été fait par des Ioannidis, par Kevin Bardoche aussi, qui a publié un article Hum. de très haute tenue qui fait le bilan de l'impact de ces mesures. Économiquement, vous en parlez aussi dans le livre, c'est un désastre. Les personnes les plus vulnérables, les enfants, les femmes, les minorités ethniques, les plus pauvres ont été les principaux concernés. La fermeture des écoles, c'est une catastrophe dans les pays qui l'ont le plus pratiqué. Il y a eu un transfert de richesse euh, inouïe, et les plus riches sont devenus beaucoup plus riches. Donc, le bilan de ces mesures qui n'étaient basées sur rien, vous le faites dans votre livre, il est absolument désastreux. Et ça ne s'est même pas arrêté là, parce qu'en fait, on enchaîne avec le sujet complètement délirant lui aussi du port du masque. C'est le prochain sujet que vous traitez dans votre livre. Et là aussi, la doxa disait, bon, dans un premier temps, on nous a dit qu'il ne servait à rien, en tout cas en France. Ensuite, ils sont devenus indispensables, et il n'y avait rien de pire que les anti-masques. Il fallait les porter même dehors, il fallait les porter même en coton.
ID News nous expliquait comment on pouvait améliorer un masque maison, rien de tel que d'y ajouter un bas nylon, disait-il. Antoine Flao qui insiste sur l'importance cruciale de masquer les enfants pour freiner la contagion des aînés. Et Gilbert Deray, et vous reproduisez son tweet absolument ignoble dans votre livre, avec la photo de 2 enfants masqués et le texte « Je ne tue pas papy, je ne tue pas mamie, donc je me masque, sinon je suis coupable de vouloir tuer mes grands-parents ». Donc, voilà ce qu'on nous a servi comme récit. Comment est-ce que vous rectifiez ce récit-là? Qu'est-ce que vous Oh pouvez bah, nous en dire? bah oui, bien sûr, tout simplement. Mais déjà, partager avec vous la peine que je ressens à vous entendre nommer ça. Euh, C'est-à-dire qu'on a vraiment infligé une maltraitance à la population et a fortiori aux groupes les plus vulnérables de la population, qui, moi, vraiment a été une des grandes sources de mon indignation. Et puis dans cette impuissance totale de voir que on marchait sur la tête et que tout le monde faisait semblant que pas du tout, c'est ce qu'il fallait faire et que critiquer ça était profondément coupable. Alors, ça se rectifie très simplement, mais là encore, la vérité est tellement éclatante que ça défrise quand même, enfin peut-être pas vous et moi, mais ceux qui seraient susceptibles de l'être. C'est-à-dire que quand on observe la littérature, on voit que en réalité, même en salle d'opération, le masque chirurgical ne prévient pas la transmission des virus et des bactéries. Même en salle d'opération. En fait, le seul effet avéré que ça a en salle d'opération, et sur la base de ce constat, il y a d'ailleurs plusieurs équipes qui ont essayé de traiter, d'opérer les gens sans masque, et les patients n'ont pas été plus infectés, les soignants n'ont pas été plus infectés. Mais en fait, la seule utilité en salle d'opération, c'est la protection contre le jet de liquide physiologique. Du sang, de la lymphe, du pus. Évidemment, quand on opère un corps, il peut y avoir des jets, et là, ça protège. Mais donc, vous voyez, si on n'a pas cet élément-là, à ce moment-là, les gens entrent dans une erreur logique très naturelle et il ne faut jamais sous-estimer, d'où aussi une certaine virulence de ma part contre l'autorité, c'est qu'il y a cette soumission à l'autorité de la part des gens. Si Antoine Flao dit qu'il faut masquer les enfants, bah, c'est son métier. Il est à la tête de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève. Donc on va l'écouter lui plutôt que ce monsieur Michel qui s'agite comme un pauvre diable dans son coin. Donc vous voyez, pour moi, le fait de disposer d'une autorité va de pair avec une responsabilité. Et quand on piétine cette responsabilité, il faut qu'il y ait des interpellations, même un peu désagréables, qui soient portées. Et donc, à partir du moment où les gens ont cru de bonne foi que le masque, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on le porte en chirurgie, empêche la transmission des trucs et des bactéries, ils se sont dit, bah, génial, ça va nous donner une protection. Mais ce qui était de l'ordre de la superstition, ce qui était complètement faux. Et puis alors, avec un autre volet dommageable qui est que, et souvent on a entendu ça, oui, mais vous dites que c'est pas bon de porter le masque, mais les chirurgiens le portent à journée longue, ils ont aucun problème avec ça. Mais il faut bien se rendre compte qu'il y a un setting en salle d'opération qui est fait pour. Il y a des flux de ventilation qui font qu'on ne transpire pas derrière son masque. Si le chirurgien le touche pour une raison ou pour une autre, il est changé instantanément. Il est remplacé toutes les 4 heures. Il y a une pression positive pour pas que l'air, si une porte s'ouvre, s'engouffre dans la salle d'opération. Donc il y a une pression qui chasse l'air à l'extérieur. Vous voyez, il y a un ensemble de précautions qui sont totalement différentes de la situation du malheureux Genevois ou du malheureux Lausannois, qui lui, on a des statistiques, se touche le visage 27 fois. Donc qu'est-ce qu'il fait? Comme il y a des bactéries partout et des virus partout, ben, chaque truc, ah, ça c'est plein de bactéries. Vous touchez votre smartphone, puis après vous touchez votre masque, vous allez tartiner votre masque de bactéries. Comme c'est un milieu humide, parce que vous respirez dedans et chaud, les bactéries se multiplient, donc ça crée des bouillons de culture. Et à chaque fois que vous le touchez, vous remettez des bactéries et des virus partout autour de vous. Ça a un effet sur l'oxygène sanguin, donc ça on l'a dit très tôt, notamment pour l'imposition à l'école, ça fait chuter l'oxygène sanguin et ça met dans un état d'asphyxie, qui est dangereux pour le cerveau des enfants lorsqu'ils sont obligés de le porter pendant 7 ou 8 heures. C'est un risque auquel n'est pas exposé le chirurgien qui est dans une salle d'opération avec de la ventilation, vous voyez ce que je veux dire? Et donc nous on a essayé de mettre en lumière la réalité, ça ne sert à rien, ça crée
une angoisse, parce que quand vous voyez tout le monde se balader avec un masque, ça vous rappelle en permanence que le danger est là et que vous pouvez mourir n'importe quand à cause du virus. Et puis, ça conduit à s'asphyxier et à augmenter en réalité le risque d'infection bactérienne. Ça, tout ce que je vous dis a été vérifié par des études. Et après, excusez mon français, non, je ne vais pas dire d'insulte, vous avez des tabarnaks de médecins de plateau qui viennent expliquer que c'est absolument nécessaire, qu'il faut masquer les enfants, que ceux qui portent pas les masques sont des obscurantistes et des dangers publics et des assassins en puissance. Et c'est juste, de nouveau, tellement faux, tellement choquant, tellement scandaleux. Euh, et là encore, en rappelant que pas un plan pandémie ne prévoyait un truc pareil. En fait, la seule utilité possible du masque, c'est si vous êtes vous malade. Parce que là, le fait que vous toussiez ou que vous crachiez ou que vous éternuez peut, par gouttelettes, contaminer les autres. Alors, la règle de base quand on est malade, c'est qu'on reste chez soi. Mais si vraiment je dois aller chez mon médecin, puis que je tousse, puis que je fais quelques pas dans la rue, ça peut valoir la peine de mettre un masque. Mais pour tout le reste de la population, surtout pas. Et une étude qui vient de paraître en Norvège a montré que le fait de porter le masque aggravait le risque d'attraper le Covid. Mais c'est normal pour toute personne qui comprend. Pour 3 sous à la science et à la réalité sanitaire, c'est normal. Donc voilà, ça a été un autre délire de plus, mais c'est là où on voit que finalement des superstitions qui pouvaient être crédibles dans une certaine narration, finalement colonisaient assez facilement l'esprit des gens. J'ai souvenir de discussions entre politiciens genevois en décembre 2020, se demandant si le fait de laisser les gens skier n'était pas hyper dangereux. C'est du délire à l'état pur, c'est du délire à l'état pur, mais des gens non délirants, apparemment, ont pu entrer dans ce genre de représentation du monde, de nouveau par défaut de débats contradictoires, mais aussi de tenue de la part des soi-disant experts scientifiques dont c'était le métier de dire. Alors Didier Pittet a essayé, il faut lui laisser ça, mais il s'est fait rabrouer par les pontes du CHUV en disant qu'il ne devait pas dire une chose pareille, puis il se l'est coincé. Donc après, ça montre aussi à quel point les systèmes médicaux sont autoritaires. Et finalement, il suffit que le grand ponte dise un truc qui est contraire à tout ce qu'on sait pour que tous les petits soldats se mettent au garde à vous et en disant bah, dorénavant, c'est ça qu'il faut faire. Sur le sujet scientifique, pour l'aspect scientifique des choses, je pense que c'est le sujet qui me démoralise le plus, les masques, parce qu'il n'y en a aucun pour lequel les données soient aussi limpides. Parce qu'il peut y Ouais. avoir de la confusion et il faut parfois savoir les lire, savoir les interpréter, ce que seuls des épidémiologistes sauront vraiment finement faire pour certains sujets précis. Mais pour les masques, on a la Cochrane Review qui fait référence pour l'Evidence-Based Medicine, qui fait sa revue systématique des essais contrôlés randomisés sur les masques. Et on en a eu 2 durant la période du Covid, qui concluaient la même chose, que ce soit pour le Covid ou les autres affections respiratoires. En population générale, pas d'efficacité démontrée du port du masque. On a les spécialistes de l'hygiène industrielle qui disent mais bien sûr que ça peut pas être une bonne idée, il faut ventiler, Mhm. purifier, aérer, etc. Euh, on a même des études qui ont expliqué pourquoi tant d'études de basse qualité pouvaient conclure que les masques étaient efficaces. Il y a Vinay Prashad et Tracy Hugg qui ont sorti un papier là-dessus. Donc on a l'explication de pourquoi certains ont pu croire à leur efficacité, on a la démonstration que cette efficacité n'est pas prouvée, et ben ça suffit pas. Dans le sens que les masques recommencent à être portés en population générale dans certains lieux précis, en tout cas déjà à l'heure où nous nous parlons. Et que ça pourrait revenir à l'échelle de la population suivant ce que les prochaines semaines ou mois nous réservent. Donc, ça laisse avec un grand sentiment d'impuissance, même si, Ouais. dans des circonstances particulières, notamment justement dans un cadre hospitalier, porté par le personnel, avec des bons masques, avec un fit test, on peut imaginer que ça ait un impact. Mais en population générale, il n'y en a jamais eu qu'on ait pu observer. Donc, voilà. Bon, je pourrais parler très longtemps des masques. Ah, peut-être juste encore par Oui. rapport à ce que vous venez de dire. Donc, étude à l'hôpital Saint-Georges en Angleterre sur 40 semaines, aucune différence port du masque en milieu hospitalier. Donc, même là, la justification, donc masque chirurgical porté par les soignants, les patients et les visiteurs, pas d'effet probant. Votre livre, après ces terribles mesures non pharmaceutiques, parle des traitements précoces
et des traitements qui sauvent ou qui auraient pu sauver et des traitements qui tuent. Et là, c'est aussi presque émotionnellement douloureux pour moi, ce chapitre. Aussi parce que ça correspond à ce qui est arrivé à des médecins que je connaissais, que j'estimais, et qui ont eu des pharmaciens aussi, qui ont eu des grandes difficultés, qui ont été persécutés. Je crois qu'on peut parler de persécution. Oui. Certains ont dû changer de profession. Donc, les traitements précoces, la doxa disait qu'il n'y en a pas au début, à part le paracétamol, qu'il faut attendre les vaccins. Les protocoles basés sur l'ivermectine et l'hydroxychloroquine ne sont pas seulement inefficaces, ils sont dangereux, même très dangereux pendant quelques semaines, s'agissant de l'hydroxychloroquine, le temps que l'étude du Lancet soit dénoncée pour ce qu'elle était. Les médecins qui les prescrivent doivent absolument être sanctionnés, les pharmaciens aussi. Et un peu plus tard, outre les vaccins, seuls les traitements patentés et coûteux comme le remdesivir de Gilead d'abord, ça c'était assez tôt, le molnupiravir de Merck et le Paxlovid de Pfizer sont efficaces. Et c'est ce que nous ont expliqué les journaux suisses. Je me rappelle notamment pour le molnupiravir qui est, dont on le sait maintenant, un fiasco et un fiasco dangereux. Je me rappelle de l'enthousiasme du journal Le Temps pour ce nouveau traitement, qui critiquait par ailleurs très sévèrement les produits non brevetés. Alors, que dire sur cet immense chapitre des traitements précoces autorisés et des traitements interdits? Eh bien que on est au cœur du sujet parce que effectivement, c'était le principal péril pour la finalité de la manière dont toute l'opération s'est déroulée, qui était de vendre le plus possible d'injections géniques expérimentales. Et vous savez que la condition pour qu'elles soient acceptées en urgence, qu'il y ait des autorisations de mise sur le marché en urgence de l'injection génique expérimentale, était qu'il n'y ait pas de traitement précoce contre la maladie en question. Donc, ceci a été conditionné à cela, et ce qu'on a vu, alors, il y a un tel volume de données probantes à l'appui de différents traitements précoces, que, voilà, je suggère aux personnes intéressées simplement d'aller voir le site Early Covid-19, earlyc19.org, qu'on trouve en ligne, et qui synthétise toutes ces recherches. Donc il y a plus de 400 papiers qui montrent que a un effet de réduction du risque d'hospitalisation et de mortalité de 60%, ce qui est quand même énorme. Et il faut savoir qu'il y a peu de médicaments disponibles en pharmacie qui disposent d'une telle masse de données probantes à leur appui. Donc, c'est très spectaculaire, et à lire à l'aune de cette réalité que vous avez évoquée, qui est que le système chargé d'évaluer la valeur des remèdes, c'est-à-dire les équipes de recherche universitaires. Dans chaque université, il y a une équipe de pharmacologie qui met à jour les lignes de conduite. Je me suis frité avec celle des HUG en début de crise, parce qu'ils publiaient des choses qui étaient tellement indéfendables que je le faisais savoir. Puis à un moment donné, je voyais que mes blogs les embêtaient parce qu'ils changeaient la manière dont ils formulaient les choses en fonction des critiques que j'avais formulées. Donc au moins, il y avait une forme d'interaction. Mais pour la faire courte, ce qu'on voit de manière très frappant comme euh, motif, c'est que ces équipes et les équipes de journalistes qui les relayent travaillent à flinguer systématiquement tous les remèdes génériques disponibles, quelle que soit leur efficacité, euh, sachant que la caractéristique des remèdes génériques, c'est qu'ils ne permettent pas à l'industrie pharmaceutique de faire de l'argent. C'est des brevets qui sont tombés dans le domaine public, c'est des médicaments peu chers, donc ils ne permettent pas de générer du profit, et que tout ce système a systématiquement mis en valeur, soutenu et fait croire des choses fausses sur des remèdes au contraire brevetés, même si toutes les données dont on disposait étaient extrêmement médiocres, voire catastrophiques quant à leur possible effet. Et donc c'est extraordinaire de voir les équipes soi-disant scientifiques du CHUV ou des HUG avoir recommandé le remdesivir en permanence, avoir dénigré l'hydroxychloroquine, alors que là encore, c'est juste une évidence que leur efficacité est totalement démontrée aujourd'hui. Et donc, nous devons malheureusement euh, arriver à cette conclusion que le système n'est pas honnête.
Et ça, c'est le grand thème de la corruption systémique que je couvre en fin de volume, vu que c'est quelque chose qui est très connu et dont je suis un des spécialistes. La corruption systémique, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que les gens sont individuellement corrompus. Ça ne veut pas dire que l'équipe de pharmacologie des HUG touche de l'argent sous la table pour dire des choses qui sont fausses. Mais ça veut dire que tout le système dans son entier est configuré d'une manière où ça n'est pas l'intérêt du patient et la vérité scientifique qui priment comme motif prioritaire de prise de décision. C'est le fait de favoriser les intérêts de ceux qui permettent aux facultés et aux hôpitaux de vivre, c'est-à-dire les laboratoires pharmaceutiques, qui arrosent tout le monde à chaque échelle de la chaîne de décision. Et donc, ça veut dire que les équipes sont captives du fait de privilégier systématiquement les intérêts en question, même en allant contre la science. Alors ça, c'est le motif général. Et puis après, évidemment que l'immense majorité des gens ne le font pas délibérément. Ils se disent pas, ouais, Gilead finance à peu près tous nos laboratoires et centres de recherche, donc on va promouvoir le remdesivir même s'il tue des gens, et puis on va torpiller même si ça sauverait des vies. Évidemment, les gens ne se posent pas la question comme ça. Vous avez simplement des effets de groupe et des effets de mimétisme qui font que tout le monde croit la même chose au même moment, et vous connaissez la force hein, de la soumission au groupe. Toute personne qui irait contre subirait immédiatement un ensemble de rétorsions allant dans un premier temps d'une désapprobation. Pourquoi est-ce qu'il contredit ce sur quoi on est tous d'accord? Jusqu'à, vous avez évoqué la persécution, mais c'est ce qu'ont vécu des médecins qui ont osé tenir bon sur la réalité de la science. Et donc là, on a vu ce renversement effectivement terrible pour quiconque est attaché à l'honnêteté intellectuelle. Et je rappelle que l'honnêteté intellectuelle, c'est le fait pour chacun d'entre nous d'être capable de remettre en cause tout ce en quoi on a cru de bonne foi. Et moi, je le dis souvent, mais c'est pas une élégance ou un subterfuge. Si j'avais trouvé quoi que ce soit qui montrait que les injections géniques étaient sûres et efficaces, que les confinements étaient utiles ou que les traitements précoces ne marchaient pas, à la limite, j'en serais soulagé. Ça m'éviterait d'être à contre-courant de toute la machine et ça me soulagerait sur la probité de mes autorités politiques et médicales, mais je n'ai rien trouvé de probant en la matière. Et donc, en fait, il y a cette prise d'otage de tout le système de santé, de sorte à ce que seuls les gens conformes aux usages et aux croyances partagées peuvent occuper des positions de responsabilité. Et donc, tout le monde joue le jeu alors même que l'évidence crève les yeux. Et au fond, c'est très très grave, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est ça le fond de l'équation. C'est que pour pouvoir garantir un achat massif d'un produit expérimental qui n'aurait même pas dû être proposé en population générale, parce que c'est interdit par les lois et les conventions internationales, le système dans son ensemble a été d'accord de laisser mourir des millions de personnes qu'on aurait pu soigner pour justifier le fait que l'injection génique était nécessaire. C'est ça, l'équation criminologique, si vous voulez, de conclusion de cette affaire. Alors là encore, ça serait de nature à choquer beaucoup les gens qui ne connaissent rien au domaine. Moi-même qui travaille ces questions depuis 15 ans, je sais que c'est devenu la règle. Des scandales comme ça, il y en a à répétition. Pas de cette envergure, là c'est planétaire quand même. Mais ce principe que on met sur le marché des médicaments dont on sait qu'ils vont tuer des gens, et qu'il faudra qu'on les retire à un moment donné, mais qui nous permettent de faire des bénéfices tellement faramineux qu'au bout du compte, même si on a 3 milliards de dollars d'amendes et de dommages et intérêts, mais qu'on a pu engranger 12 milliards de bénéfices, eh bien, nos actionnaires seront contents et le management se sentira avoir bien défendu les intérêts de l'entreprise. Et si on pense aux dizaines ou aux centaines de milliers de morts, ça ne choque plus personne. Donc, pour donner juste un exemple connect, mais il y a la fameuse crise des opioïdes aux États-Unis récemment, donc 500 000 morts dues à McKinsey, donc le cabinet de conseil, qui a conseillé le laboratoire pharmaceutique Purdue, qui a magouillé avec la FDA, donc l'équivalent de Suisse Médic, pour généraliser des prescriptions d'opioïdes dangereux comme le fentanyl, qui sont à très gros risque d'overdose. Et je dirais,
toute la criminalité de l'opération a été montrée et dévoilée. Et comme toujours, il y a des très fortes amendes, personne ne va en prison, et l'industrie ne demande qu'à récidiver. Après, ce qui est très préoccupant, c'est que l'entier de notre système de santé aujourd'hui soit soumis à ces logiques-là et y participe. Oui, vous donnez aussi l'exemple du Vioxx dans Ouais, votre livre. C'est vrai que probablement en termes de nombre de morts, la crise des opioïdes est encore plus impressionnante ouais. que le Vioxx. Dans votre livre, il y a un très très gros chapitre qui se déroule en sous-chapitres. Alors évidemment, on va pas pouvoir en parler autant qu'il le faudrait, mais c'est celui des vaccins Covid. Et évidemment, la peur du virus, l'inexistence de traitements efficaces, tout ça conduisait à une adoption massive de ces vaccins Covid. Et le récit sur les vaccins, ils sont sûrs et efficaces, hein, safe and effective. Ils empêchent les infections, mais aussi la transmission, les formes graves, la mort. Alain Berset, notre ministre de la Santé à l'époque, nous disait: ils sont de haute qualité. J'ai jamais su exactement ce que ça voulait dire, mais c'est très suisse, hein, la Mmh, qualité. mmh. Ils sont de haute qualité, on a un très très bon recul. Il le disait quelques mois après la toute petite année qu'on avait eue de recul sur ces produits. On a un très très bon recul, on sait qu'ils sont parmi les plus sûrs qu'on ait jamais eu, et ils permettent de prouver qu'on n'est pas contagieux. On nous a dit qu'ils avaient sauvé 20 millions de vies, et leur efficacité et leur sécurité étaient telles qu'il était justifié de priver les non-vaccinés de certains droits, de certaines libertés, qu'il était justifié et même nécessaire d'encourager à la vaccination des enfants pour protéger papy et mamie, malgré que leur risque était très faible, leur risque lié au Covid. Antoine Flao nous avait expliqué dans l'illustré: on ne s'en sortira pas sans vacciner les enfants. Voilà le récit qu'on a reçu. Alors, qu'en penser aujourd'hui? Bah, la même chose qu'à l'époque. Vous voyez, l'avantage de connaître un petit peu le domaine, c'est que, comment dirais-je? Vous savez, moi, je le redis une fois de plus, je suis un spécialiste de la corruption systémique. Et donc, ça fait 15 ans que je rassemble toutes les publications que je trouve qui décrivent la réalité du problème. Et ce qui est très frappant, c'est que par beau temps, tout le monde le reconnaît. La communauté européenne le reconnaît, les Nations Unies le reconnaissent, les revues médicales le reconnaissent, les universités le reconnaissent, les sociétés médicales le reconnaissent. Donc on me dit, oui, il y a un énorme problème de corruption dans le domaine de la santé, c'est vrai. Et puis quand tout d'un coup, il y a l'occasion de piller les ressources publiques, comme ça a été le cas à l'occasion de cette crise, tout le monde oublie que c'est un problème et s'attaque aux quelques malheureux qui se piquent de le rappeler. Donc, voyez ce que je veux dire. Tout, alors, déjà, ce que la plupart des gens ne savent pas, et ça fera la transition entre le sujet précédent et celui-là, mais c'est que l'essentiel de ce qui est publié dans les revues médicales aujourd'hui est faux. Ça a été établi par John Ioannidis, que vous avez mentionné en 2005, ça a été confirmé à réitérées reprises, et récemment encore avec une autre crise qui s'est ouverte il y a quelques années, qui est la crise de la reproductibilité. C'est que normalement, si la science est bien faite, vous définissiez des conditions d'expérimentation, une méthodologie, puis ça veut dire que d'autres chercheurs dans un autre laboratoire doivent pouvoir reconduire l'expérience et arriver au même résultat. Or, on s'aperçoit que dans plus de 80% des cas, on n'arrive pas au même résultat. Donc, c'est quand même très problématique. C'est comme si vous preniez l'avion, mais que vous avez 80% de chances qu'il décolle pas ou qu'il n'atterrisse pas à l'endroit où vous voulez aller ou qu'il se crache en plein vol. C'est ça que ça veut dire. Donc, en réalité, et c'est là aussi, vous voyez, où la croyance en la science est tellement toxique. Beaucoup de gens rétorquent, oui, mais moi je crois en la science. Mais c'est ça le problème. Et en fait, là, il faut des connaissances épistémologiques et méthodologiques, mais l'essentiel de ce qui est publié est de très mauvaise qualité. Tout en sachant qu'il y a une industrie de faussaires scientifiques qui occupent nos différentes universités, qui régulièrement produisent délibérément des recherches fausses, parce qu'il s'agit soit de promouvoir un remède, soit de mettre en échec d'autres remèdes. Et vous mentionnez les recherches sur les traitements précoces, voyez, mais un simple repère de bon sens. Le traitement proposé par Didier Raoult, c'était 3 molécules, 2 pour commencer puis une troisième, qu'on prescrit dans les 5 premiers jours de la maladie pour faire baisser la charge virale. On a dit, ça va pas du tout, il faut des essais randomisés à un double aveugle sur des grands échantillons de population, ce qui est méthodologiquement faux,
C'est une entourloupe de faire croire ça. Mais là où ça devient intéressant, c'est croyez-vous qu'il y ait un seul de ces essais mis sur pied par l'OMS, le gouvernement français, le service de santé britannique, qui se soit chargé de prescrire le traitement de Raoult au moment où il disait qu'il fallait le prescrire. Pas un seul. On a testé soit l'hydroxychloroquine toute seule, sans les deux autres molécules, soit on l'a prescrit à des gens à l'article de la mort en soins intensifs, alors qu'il s'agit d'un traitement précoce. Vous voyez, il n'y a pas une recherche qui s'est intéressée à chercher à voir avec la méthodologie des essais randomisés en double aveugle si on trouvait confirmation. Donc on voit bien que tout est truqué. Et donc, le fond de l'histoire, c'est ça. C'est qu'il y a un trucage aujourd'hui systématique de la recherche. Il y a des équipes à Lausanne et Genève, la fameuse méta-analyse Fiolet, qui ont produit une méta-analyse frauduleuse pour achever de torpiller l'hydroxychloroquine au mois d'août 2020. Repris à grands cris appréciatifs par ID News et Le Temps et toute la presse de connivence, pour rester poli. Mais donc, voyez, on est dans la production de fraude scientifique par nos universités payées par nos impôts. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on y réfléchisse à un moment donné. Et en fait, toute la manipulation joue sur les deux termes qu'on commence à connaître. Soit c'est sûr et efficace, soit c'est inefficace et dangereux. Et donc, comme vous l'avez dit, l'ivermectine, qui est un des remèdes les plus sûrs de toute la pharmacopée, a été présenté comme dangereux. Nordman, le conseiller national socialiste, s'est exclamé au Conseil national ce remède vermifuge pour les chevaux dangereux pour l'être humain. Mais vous voyez le degré de délire. Mais j'ai encore un cas récemment, parce que c'est une personne âgée de mon entourage qui a chopé le Covid il y a 15 jours. Je lui ai suggéré de demander de l'ivermectine à l'équipe soignante. Ils m'ont répondu non, il y a des effets indésirables très graves. Donc vous voyez à quel point c'est facile de polluer l'esprit des gens, mais avec des étiquettes toutes simples. Soit c'est sûr et efficace, donc le vaccin, c'est pas un vaccin, je le rappelle, l'injection génique expérimentale, elle est sûre et efficace, et tout le monde a martelé ça, sûr et efficace, c'est un mantra en fait, c'est de l'hypnose. Soit c'est inefficace et dangereux, et donc tous les autres remèdes possibles étaient inefficaces et dangereux. Donc on voit la manipulation, si vous voulez, mais après, effectivement, la question subsidiaire, c'est qu'est-ce qui rend ça aussi puissant et aussi facile? Et au fond, on tombe sur le fait que la plupart des gens l'ignorent, mais les médecins ne sont pas des scientifiques. Ils n'ont pas de formation scientifique. Ce sont des praticiens de la médecine. Et grand bien leur fasse, on ne demande pas à un médecin d'être un scientifique hors pair. Parce que c'est difficile souvent d'être bon dans plusieurs domaines. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, la vérité, c'est que les médecins ne savent pas lire la science. Ils comprennent pas la recherche, ils comprennent pas les statistiques. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent les résumés d'articles. Et là, à l'occasion de cette crise, on a vu encore des transgressions de plus en plus débridées, où par exemple, le résumé d'un article contredisait ce qu'il y avait dans l'article, où on cachait dans les annexes des données, par exemple sur le Pfizer à 6 mois, qui montraient qu'il y avait 4 fois plus de problèmes cardiaques chez les injectés que chez les non-injectés. C'est très significatif. Et plus de décès dans le groupe injecté que dans les non-injectés. Mais ça, c'était caché dans les annexes. Donc, sauf des gens comme Peter Gotche ou moi-même qui allons creuser au fond, voyez, pour vraiment sortir tout ce qu'il y a à sortir, ça passe inaperçu des médecins. Et quand vous leur dites ça, vu que ça contredit le narratif sûr et efficace, vous ne pouvez être qu'un complotiste. Et là, la boucle est bouclée, avec tout de même un autre élément qu'il est essentiel de mettre en avant, qui est, parce que personne ne voit ce motif, mais aussi le côté totalement sans précédent d'avoir interdit aux médecins de prescrire en leur âme et conscience. Et à Genève, Mauro Poggia, qui était conseiller d'État en charge de la santé à l'époque, a envoyé une directive, fait envoyer par le médecin et le pharmacien cantonal, une directive menaçant les médecins qui soigneraient le Covid avec l'ivermectine. Et ça, c'est sans précédent. Le conseiller d'État n'a pas à se mêler de la manière dont les médecins soignent. Et à la limite, même pas les sociétés médicales. Le médecin, en son âme et en conscience, il a la liberté souveraine de proposer le traitement de son choix à son patient. Et personne n'a à s'inviter dans cette relation. C'est une relation très intime que vous avez avec votre médecin, comme avec un avocat ou un prêtre, à vrai dire. Vous voyez, ça doit être inviolable. Et là, l'État, mais instrumentalisé par des intérêts économiques, c'est invité, et c'est là où on peut parler de totalitarisme. C'est-à-dire que le propre du
de la dérive totalitaire, c'est qu'elle envahit la sphère de l'intime. Donc, en l'occurrence, l'OFSP pouvait donner des recommandations. Mais après, le médecin est libre, il est responsable. Il peut être poursuivi s'il se trompe, mais c'est sa décision. Et donc tout ça a été fait pour effectivement rendre tout le monde captif de il faut surtout pas prescrire des médicaments qui sont inefficaces et dangereux. Par contre, l'injection génique qui était expérimentale, et quand je dis qu'on le savait depuis le début, effectivement, j'ai critiqué Alain Berset depuis le début, parce que quand en décembre 2020, il dit l'injection est sûre et efficace, on n'a aucun moyen de le savoir. C'est juste une parole qu'il est impossible de dire. On peut dire à ce moment-là, on espère, ou on a des premiers signaux qui suggèrent que. Mais dire c'est sûr et efficace et on peut tous y aller, excusez-moi, en termes de responsabilité politique, c'est criminel. Parce que quand vous êtes dans cette position de pouvoir, c'est votre responsabilité d'être honnête et transparent vis-à-vis de la population. Et vous savez comme moi qu'on a découvert, à la faveur de la révélation du contenu des contrats entre Pfizer et les États, obtenus en Afrique du Sud sur décision d'un tribunal, que Pfizer met bien qu'il ne peut ni garantir l'efficacité ni la sécurité à moyen et long terme. Donc le fabricant le reconnaît, mais après, les hommes politiques, les médecins et la presse viennent nous persuader de l'inverse, alors que c'est indéfendable comme position. Alors, de surcroît, de nouveau, c'est une expérimentation médicale, donc elle ne doit même pas être proposée en population générale. On a usé de contraintes et de manipulations pour forcer les gens à s'y soumettre. Et puis, on a totalement nié la réalité de ce que nous disait la pharmacovigilance, qui était au contraire qu'il n'y avait jamais eu de préparation mise sur le marché avec autant d'alarmes quant à la réalité de sa sécurité. Et puis l'efficacité, vous savez ce qu'il en est. Alain Berset, donc alors ministre de la Santé, a menti à la population suisse avant la votation de novembre 2021 en disant une fois de plus le vaccin empêche la transmission. Alors que la responsable en charge à l'Office fédéral de la santé publique avait reconnu quelques semaines auparavant que ça n'empêchait pas de contaminer les autres. Donc, vous avez une parole qui est dite juste par l'administration et le conseiller fédéral, pour influencer la population par rapport à une votation, dit un mensonge qui, évidemment, oriente les gens dans la mauvaise direction. Et là, ça amène un dernier motif, si vous voulez, du décryptage, qui est cette extraordinaire manière dont la parole publique a été totalement galvaudée au cours de cette crise. C'est-à-dire que moi, j'attends d'un responsable politique, et on s'entend, ils ont le droit de se tromper, ils ont le droit d'être sous influence, parce que les lobbies, ça existe. Mais la chose qu'on demande à un responsable politique, c'est l'intégrité. Et en l'occurrence, le Conseil fédéral, au mois d'avril 2021, dit « Nous avons des vaccins et ils sont sûrs et efficaces ». Donc déjà, ils n'auraient pas dû dire ça. Mais une fois que tous les Suisses qui souhaitent se faire vacciner l'auront été, nous lèverons toutes les mesures. Et au mois de septembre 2021, quand tous les Suisses qu'ils voulaient ont été vaccinés, qu'est-ce qu'ils font? Ils imposent le pass sanitaire. Donc des restrictions supplémentaires. Et voyez, ça pour moi, c'est très grave. Ou alors, au moins, que les gens en question reconnaissent. On avait pris cet engagement, il se trouve qu'on ne peut pas le tenir pour x, y raison, on est désolé de vous avoir fait créer, mais en notre âme et conscience, on est obligé de vous proposer ou de vous imposer autre chose. Parce que je veux dire, ça reste acceptable. Mais ne rien dire et s'asseoir sur la parole donnée, quand on sait en plus qu'il n'y avait aucune justification à l'imposition du pass sanitaire, qui crée de facto une stigmatisation, c'est-à-dire que ça viole la Constitution fédérale, vous voyez, je trouve que juste en l'évoquant, ça signale et confirme l'ordre de gravité de ce que nous avons vécu. Oui, c'est vrai que c'est étonnant parce que cet aspect-là sur le fait que la capacité du vaccin à bloquer la transmission n'était pas démontrée et que par ailleurs, par la suite, on a confirmé qu'il n'avait pas cette capacité de bloquer la transmission, c'est probablement ce qui a donné lieu aux plus grandes transgressions éthiques, avec le pass sanitaire, avec la persécution des soignants en France qui refusaient de se faire vacciner, avec l'infantilisation par ailleurs de la population. Il y a ce maire de New York qui promettait un hamburger aux personnes qui se vaccinaient. Au Québec, c'était un hot dog. Et puis la gouverneure de New York qui parlait du vaccin de Dieu et qui
qui parlait des non-vaccinés qui ne suivaient pas Dieu. Il y a une persécution avec des actes. Alors, je veux pas parce que ce serait bouleversant pour moi d'en parler, mais il y a des personnes qui étaient en attente de greffe, qui sont mortes Oui, parce oui, qu'elles oui, n'avaient pas voulu absolument, se faire absolument, vacciner, j'en tout ai en parlé, ayant oui. été contaminées par le Covid. Donc, il y avait même pas l'ombre d'une justification médicale de ne pas leur autoriser cette greffe. Et il y a des figures d'autorité qui sont allées très loin. Macron, qui voulait emmerder ses concitoyens et qui considérait que ceux qui ne se vaccinaient pas n'étaient plus des citoyens. Euh, Biden, qui promettait un hiver de mort et de désolation, quelque chose de cet ordre-là, aux non-vaccinés de son pays. Comment est-ce qu'on, c'est peut-être une manière de terminer notre entretien, comment est-ce qu'on raccommode une société qui a vécu ces manquements à l'éthique fondamentale, ces violences, ces persécutions, euh, et comment est-ce qu'on évite que ça se reproduise finalement? Merci, que de bonnes questions. Euh, mais le constat qu'il faut poser, je sais qu'il n'est pas fait pour pacifier les choses, mais c'est que techniquement, et c'est là aussi où c'est tellement important pour moi d'être le plus précis possible dans les énoncés, nous sommes dans du crime d'État contre les démocraties. C'est l'expression consacrée. C'est-à-dire que quand euh, les instances étatiques, gouvernement, parlement, administration, organes de surveillance, se mettent à commettre des actes délictuels et criminels, et là, on est dans le registre de la criminalité. C'est pénal, c'est une violation des droits constitutionnels, donc c'est très très grave les atteintes qui ont eu lieu contre les populations. C'est-à-dire que c'est au fond toute la mission de l'État qui est dévoyée et qui euh, attente aux intérêts et à la santé de la population. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a des crimes d'État contre la démocratie. Quand le président George Bush invoquait des armes de destruction massive qui n'existaient pas en Irak pour convaincre l'opinion, vous vous souvenez de cette jeune infirmière éplorée dans la première guerre du Golfe qui racontait comment les soldats irakiens avaient jeté à Koweït des bébés de pouponnières sur le sol en les laissant mourir. C'était une manipulation de la CIA, c'était la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington. George Bush père a utilisé ce truc qu'il savait être faux pour convaincre l'opinion de mener la guerre à l'Irak. Donc des crimes d'État contre la démocratie, il y en a souvent, j'ai envie de dire. Et ce qui est important, c'est de pouvoir nommer ces choses. Accessoirement, j'ai préfacé un très bon livre de Lance DeHaven Smith, un professeur d'université américain, sur les théories du complot, où il montre qu'en fait, cette étiquette qui a été généralisée par la CIA après l'assassinat du président Kennedy est utilisée systématiquement par la presse quand il y a des crimes d'État contre la démocratie pour disqualifier ceux qui les dénoncent. Donc déjà, quand il y a une floraison de l'étiquette complotiste, on est à peu près sûr qu'il y a un crime d'État contre la démocratie. Et là, c'est ce qu'on a vu dans tous nos pays. Donc ça, j'ai envie de dire, de nouveau, c'est le premier constat très inconfortable, c'est que le Conseil fédéral, Swissmedic, le Parlement, l'OFSP, les sociétés médicales, les universités suisses, les sociétés médicales comme celle du canton de Vaud, qui a persécuté un certain nombre de soignants intègres et authentiques, ont participé à un crime d'État contre la population. Et évidemment que nommer ça, ça pose la gravité du problème. D'autant plus, rappelons-le une fois de plus, que l'immense majorité des participants n'en sont pas du tout conscients. Ils ont été manipulés par des procédés d'ingénierie sociale extraordinairement développés et qui n'auraient pas pu avoir lieu sans la complicité absolue des médias. Et c'est là où je suis très remonté contre les médias. C'est que non seulement ils se sont défaussés de leurs responsabilités, non seulement ils n'ont pas fait leur travail, non seulement ils ont attaqué tous ceux qui cherchaient à dire quelque chose d'important, mais de surcroît, ils ont servi la soupe du crime d'État contre la démocratie de manière irréprochable. Cela dit, aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? C'est que il y a eu ce traumatisme collectif, il y a eu cette maltraitance, ces abus, ces violations, ces transgressions, ces empoisonnements. Il y a des gens qui sont morts, soit qu'on aurait pu soigner, soit qui n'auraient pas eu besoin d'une injection à risque. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On est dans une dimension d'homicide. Et en France, c'est encore pire parce qu'il y a eu des bataillons
de personnes envoyées dans les EHPAD pour mettre à mort les personnes âgées en détresse respiratoire. Or, tout médecin vous dira que déjà on aurait pu les soigner, les personnes en détresse respiratoire, mais que même sans les soigner, un certain nombre en auraient réchappé. Donc, l'État a commis un meurtre. Ça, c'est une intention intentionnelle de donner la mort. Donc, vous voyez, on est vraiment dans des choses extrêmement graves et extrêmement lourdes, mais évidemment avec la difficulté que, là encore, l'immense majorité des gens qui ont participé à ça ne sont pas conscients d'avoir agi en faveur de quelque chose d'aussi grave que ça. Et je me permets de partager avec vous un petit texte que j'ai vu circuler sur les réseaux récemment qui s'appelle La ruse du diable. Et c'est très juste sur le plan psychologique. Ça dit: comment voulez-vous qu'une personne triple dose reconnaisse qu'elle s'est trompée? Comment voulez-vous qu'une personne qui a vacciné ses enfants reconnaisse qu'elle s'est trompée? Ce piège psychologique permet de transformer les dupés en gardiens du dogme. En plaçant les dupés dans une position où elles sont obligées de se mentir elles-mêmes pour maintenir leur équilibre psychique. Le piège de l'orgueil est terrible, ceux qui l'utilisent sont machiavéliques. Il y a une citation de Molière: l'amour-propre engage à se mentir à soi-même. Et c'est ça le drame aujourd'hui, vous voyez? C'est que, au fond, alors, je distinguerais la population, dans lequel on l'a vu avec les référendats, il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient conscients que ça jouait pas. Et puis aujourd'hui, on voit que plus personne ne court, enfin, très rares sont les personnes à courir se faire réinjecter. Donc je pense que dans la sagesse populaire, les gens qui sont pas membres de l'élite ou de l'intelligentsia ont quand même compris qu'on les avait dupés. Par contre, dans l'élite, entre guillemets, donc ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, ceux dont on répercute les discours, ceux qui prennent les décisions, il y a aujourd'hui cette situation très difficile où, face à la réalité de ce qui s'est produit et sa gravité, la plupart d'entre eux, n'ayant pas la ressource de se remettre en question et éventuellement d'accepter qu'ils ont pu avoir tort, sont obligés de s'enfermer dans un déni de plus en plus enragé. Voyez? Parce que si tout d'un coup ça s'effondre, heu, ça peut devenir extrêmement problématique pour eux, d'eux à eux, sur le plan psychique. Et de se dire: «Mais j'ai joué à la roulette russe avec mes enfants, alors que le Covid n'a jamais posé aucun risque aux enfants. Et que contrairement à ce qu'on m'a dit, ça les empêchait pas de contaminer papy-mamie. Donc je leur ai fait prendre un risque important sans aucune justification». Quand vous êtes parent, c'est quand même compliqué d'arriver dans cette prise de conscience. Et donc on a une espèce de jeu très malsain où déjà ceux qui ont, délibérément mis ça en œuvre, bah, eux, ils risquent gros. Donc évidemment qu'ils vont tout faire, et on le voit avec le renforcement de la censure sur les réseaux sociaux, le fait qu'il y ait aucune commission d'enquête, tout le monde, hein, veut aller de l'avant, c'est derrière, on a fait ce qu'on a pu, on n'est pas parfait, mais voilà, il y a un évitement, si vous voulez, de toute réflexion par rapport à ce qui s'est produit. Mais après, il y a tous ces bataillons de gens qui ont participé, les enseignants qui ont maltraité leurs élèves. Hein, je rappelle qu'à Genève, c'est les syndicats d'enseignants qui ont insisté auprès du Conseil d'État pour qu'il inflige le port du masque aux élèves du secondaire. Alors qu'en Suède, il n'y a jamais eu d'imposition du port du masque, les enseignants n'ont pas été plus à risque que les autres catégories de la population. Mais ces enseignants avaient peur pour eux-mêmes, donc ils ont préféré dire aux autorités: maltraitez les jeunes, parce que moi, ça me fera me sentir mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très compliqué psychiquement. Des médecins qui ont injecté à tour de bras un truc qui était pas du tout sûr et efficace et dont on s'aperçoit aujourd'hui des conséquences très graves que ça peut avoir, comment est-ce qu'il revient en arrière par rapport à sa conviction sincère d'avoir protégé la population grâce aux merveilles de la science? Le journaliste qui a fait que désinformer pendant 3 ans dans une espèce d'état d'esprit sectaire, pour les plus atteints d'entre eux. Donc vous voyez, il y a des remises à niveau qui sont presque impossibles. Et moi, mon espoir, comme Martin Zizi, qui est l'ancien médecin-chef des forces armées belges, c'est qu'on crée une commission vérité et réconciliation. Hein, comme en Afrique du Sud, l'idée, c'est qu'on mette tout sur la table. Et puis après, bien sûr, ceux qui ont eu des responsabilités coupables doivent être condamnés, mais on ne va pas condamner tous ceux qui ont participé de bonne foi à la dérive.
L'important, c'est que le collectif puisse mesurer ce qui s'est passé, dans quoi il a été pris et qu'est-ce qui aurait permis de contenir une dérive comme celle-là pour à la fois nommer la réalité et la gravité de ce qui s'est produit, et puis ne pas être dans des logiques de règlement de compte qui seraient totalement contre-productives. Reste à trouver la bonne volonté nécessaire pour la mettre en place, hein. Et ça passera malheureusement par, je crois, le fait que le niveau de douleur atteint augmente jusqu'au moment où ça déclenche. Mais c'est bien malheureux. Et, moi, j'avais proposé en 2021, avec toute une initiative, hein, le fait de monter une commission indépendante d'examen des mesures Covid. Mais non seulement ça a été balayé, mais ça m'a valu une censure sur YouTube. Juste parce que je demandais avec d'autres la création d'une commission d'enquête indépendante extra-parlementaire. Et vous êtes, je crois, de nouveau censuré sur YouTube Ouais, ouais, en ce moment. ouais. Eh bien, je souhaite que notre entretien ne conduise pas à ce que je le sois également, on verra. En tous les cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé tout ce temps. J'avais anticipé qu'il en faudrait beaucoup et en effet, nous en avons pris beaucoup, vous m'en avez donné beaucoup. Merci infiniment. Merci Euh, à vous. C'était un grand plaisir et aussi à titre personnel, je pense que c'est une conversation que je voulais avoir un Mmh. jour et je suis content d'avoir pu l'avoir à la faveur de la sortie de votre livre. J'ai peur que si je le montre, il apparaisse à l'envers. Voilà, Non, c'est le il est cas, à c'est l'endroit. inévitable. Ah, Non, il est à il est à l'endroit. l'endroit. Pour moi, il est à Ah l'endroit. oui, c'est pour moi qu'il est à l'envers, c'est logique. Voilà. Donc, Autopsie d'un désastre aux éditions, c'est Marco la collection Pieter. Résurgence et c'est Marco Pieter, Voilà. exactement, qui a publié beaucoup de livres sur la crise Covid, qui est un éditeur courageux. Et si je peux me permettre, celui de Cory est en voie de traduction et de publication en français, La guerre contre l'ivermectine. Chez le même éditeur? Ah! Et je me réjouis beaucoup de le lire en français. Alors oui, et j'encourage d'avance, après avoir lu l'excellent livre de Jean-Dominique Michel, Merci. lorsque le livre de Pierre Cory sera paru en version française, j'en recommande vraiment Mmh, mmh, chaleureusement mmh. la lecture. C'est un excellent livre. Merci Jean-Dominique Michel, au Merci plaisir à de vous vous. revoir dans d'autres circonstances. À bientôt. Merci À beaucoup. Au bientôt. revoir. Alors, là, je vais devoir appuyer sur stop.